Chaque empire cache un deuxième cœur qui bat. Sous ses lois, ses impôts, ses tours financières scintillantes, résonne un rythme tranquille. Celui des gens qui échangent ce qui ne peut être déclaré. Partout où le pouvoir érige des murs, la vie creuse des tunnels. Le marché noir n'est pas une rébellion, c'est une respiration. Lorsque la monnaie officielle échoue, les gens n'attendent pas la permission pour vivre. Ils inventent un autre type d'économie qui ne repose pas sur des règles, mais sur la confiance, la faim et l'or. Les économistes appellent cela de la corruption. L'histoire appelle cela de l'adaptation. Chaque empire rédige son propre budget. La rue rédige sa propre vérité. Au début des années 1920, l'Allemagne a appris cette leçon à ses dépens. Le mark n'a pas simplement perdu de sa valeur, il a disparu. Une miche de pain coûtait quelques centaines de marks en hiver et des centaines de millions à l'automne. Les enfants construisaient des châteaux avec des billets de banque. Les familles brûlaient le papier-monnaie pour se réchauffer. Le gouvernement promettait la reprise. Les gens appelaient cela la survie. Ils ont cessé de compter en marks et ont commencé à compter en tout ce qui avait encore de la valeur. Une pièce d'or, une cuillère en argent, une bague qui pouvait acheter un dîner. Lorsque la confiance dans le papier-monnaie a disparu, le marché noir est devenu le seul pouls qui restait. Le même rythme se répercutait à travers un continent affamé. Pendant les années de guerre, les gouvernements rationnaient tout, le carburant, le sucre, les médicaments. Sur le papier, cela semblait équitable. En réalité, l'équité était noyée dans la pénurie. Dans le Paris occupé, le café était une marchandise de contrebande et la pénicilline était un miracle échangé contre de l'or. Les soldats et les civils se rencontraient dans les caves, échangeant des uniformes contre du pain, des diamants contre de l'essence. Dans les ghettos de Varsovie, les contrebandiers transportaient des miches de pain sous leur manteau, risquant une balle pour le repas d'un enfant. L'État les traitait de voleurs. Les affamés les considéraient comme des héros. L'effondrement a son propre code moral. La légalité et la moralité ne tombent jamais à la même vitesse. Au milieu du XXe siècle, un nouvel empire s'est élevé, promettant l'égalité par le contrôle. L'Union soviétique a interdit le profit, mais tout le monde connaissait un voisin qui pouvait se procurer des choses. Vous voulez un réfrigérateur? Apportez de la vodka. Vous avez besoin de pièces détachées pour votre voiture. Échangez des cigarettes. Les jeans américains sont devenus une forme de monnaie, un passeport vers une modernité interdite. Même l'élite au pouvoir jouait le même jeu. Leurs épouses achetaient des parfums français introduits en contrebande via la Finlande, tout en prônant le sacrifice auprès des pauvres. Le communisme n'est pas mort de pauvreté. Il est mort de déni, du refus d'admettre que le marché noir avait remplacé la croyance. Plus au sud, une autre histoire s'est déroulée selon le même scénario. Au début du nouveau millénaire, l'Argentine a gelé les comptes bancaires de ses citoyens. Les gens se sont réveillés pour découvrir que leurs économies étaient enfermées derrière une vitre. Le gouvernement a appelé cela une mesure de protection. Les citoyens ont appelé cela un vol. En quelques jours, un nouveau marché est apparu. Des taux chuchotés au coin des rues, le dollar bleu, devenant le véritable pouls de la nation. Le peso sur papier ne signifiait rien. Celui dans l'ombre permettait d'acheter de la nourriture. Le Venezuela a transformé la tragédie en théâtre. L'inflation a augmenté jusqu'à ce que l'argent pèse plus lourd que sa valeur. Les acheteurs transportaient des sacs à dos remplis de billets pour acheter du riz et quittaient le magasin les mains vides. Ils se sont donc tournés vers quelque chose d'ancien, la poussière d'or. Mesurée sur des balances de cuisine, échangée dans des sacs en plastique, elle est devenue la dernière unité de confiance honnête du pays. Le régime l'a condamnée, puis a secrètement utilisé le même système pour se financer. C'est la plus ancienne ironie du pouvoir. Plus un État condamne le marché noir, plus il en dépend. À chaque époque,
Ces économies cachées permettent à la civilisation de respirer. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les officiers alliés achetaient du carburant de contrebande aux contrebandiers même qu'ils avaient, pour ordre d'arrêter. Dans l'Italie d'après-guerre, le réseau de distribution de la mafia était plus rapide que n'importe quel convoi gouvernemental. Lorsque le monde officiel s'effondre, le monde souterrain continue de fonctionner. Il nourrit les soldats, livre des médicaments, fait rouler les camions. Le marché noir n'est pas le chaos, c'est le générateur d'urgence de l'ordre. Et l'or est sa batterie, l'or. Il ne demande aucune confiance, n'obéit à aucune politique, ne craint pas l'inflation. Une once à Berlin signifie la même chose qu'à Beyrouth ou à Pékin, la liberté. Toutes les idéologies qui tentent de le remplacer finissent par revenir en rampant. L'Église médiévale a interdit les intérêts, et les banquiers ont inventé des contrats pour cacher leurs pièces. Les soviétiques ont interdit la richesse, mais ont accumulé des devises étrangères dans des coffres forts. Aujourd'hui, les banques centrales se moquent de l'or dans leurs discours, tout en achetant discrètement des tonnes records. Car au fond, elles savent ce que tous les vendeurs de rue ont déjà appris. Quand le papier meurt, l'or survit. Toute économie souterraine commence par un acte de nécessité. Mais une fois qu'une société apprend à survivre dans l'obscurité, elle cesse de faire confiance à la lumière. Après le cauchemar de Weimar, l'Allemagne n'a plus jamais cru à l'argent facile. Le traumatisme de l'incinération des billets de banque s'est gravé dans la politique, donnant naissance à des décennies de discipline budgétaire. Après la chute de l'Union soviétique, la Russie est devenue un marché de la force et des faveurs, car ses citoyens avaient appris que chaque loi avait un prix. Et dans toute l'Amérique latine, des générations ont grandi en mesurant l'honnêteté de leur gouvernement, non pas à l'aune de leurs discours, mais à celle du cours du dollar dans la rue. Le marché noir ne se contente pas de refléter l'effondrement. Il façonne ce qui suit. Il redéfinit la moralité et forme un nouveau type de citoyen, doué pour la suspicion, capable de s'adapter rapidement et allergique aux promesses. Ce sont les survivants d'une confiance brisée. Ils ne débattent pas d'idéologie, ils évaluent les risques. Et ils savent quelque chose que la plupart des économistes oublient. Lorsque les systèmes meurent, l'instinct prend le dessus. Les nations occidentales pensaient être immunisées contre cela. Elles ont construit des banques plus solides, des réglementations plus intelligentes, des monnaies plus sûres. Elles ont oublié que tous les empires pensent la même chose avant de s'effondrer. Lorsque l'argent devient un outil de contrôle, les gens commencent à chercher des issues. Lorsque l'accès peut être gelé d'une simple pression sur une touche, la valeur se cache quelque part où elle est introuvable. Ces dernières années, ce schéma est discrètement réapparu, mais cette fois-ci, il revêt un visage moderne. Lorsque le gouvernement canadien a gelé les comptes bancaires des manifestants, cette mesure a été présentée comme une mesure de sécurité et non comme une punition. Lorsque l'Union européenne a introduit des cadres réglementaires pour les monnaies numériques, elle a promis la transparence. En clair, cela signifiait de l'argent programmable, c'est-à-dire des dépenses pouvant être autorisées ou refusées par un code. Lorsque l'inflation est arrivée en Occident, elle a été qualifiée de « temporaire », le même mot utilisé dans toutes les économies moribondes auparavant. Temporaire pour les puissants, permanente pour tous les autres. Le contrôle a été rebaptisé commodité. La surveillance est vendue comme une mesure de sécurité. La dépendance est enrobée dans le langage du progrès. Et comme auparavant, plus les gouvernements revendiquent de contrôle, plus leurs citoyens inventent rapidement des moyens de les contourner. Car on peut interdire le commerce, mais on ne peut pas interdire les besoins. Le marché noir du XXIe siècle ne se trouve pas dans les ruelles. Il vit dans les chats cryptés et les registres numériques. Au Nigeria, les gens échangent des dollars plus vite que les banques ne peuvent traiter les transactions. En Argentine, les échanges cryptographiques entre particuliers échappent au radar de la politique officielle. En Asie du Sud-Est, les stablecoins,
des jetons numériques liés à une valeur réelle, passent de téléphone en téléphone comme de l'or invisible. Ce n'est pas de la rébellion, c'est de l'adaptation. Le même instinct qui autrefois échangeait des cigarettes contre du sucre échange aujourd'hui du code au lieu de pièces de monnaie. La révolution silencieuse de notre époque est la souveraineté sans autorisation. Les outils ont changé, mais la motivation humaine reste la même. Les gens ne luttent pas contre le système, ils construisent une alternative qui ne peut être gelée, censurée ou dévaluée. Et tandis que les gouvernements font la leçon aux citoyens sur la criminalité financière, leur propre banque centrale accumule le même trésor interdit, l'or. Elles ne diversifient pas leur portefeuille, elles se protègent contre elles-mêmes. Car chaque marché noir commence avec les citoyens, mais se termine avec les élites. Une fois que ceux qui sont au sommet se rendent compte que leur propre création est instable, ils commencent à jouer selon les règles clandestines. Les coffres-forts privés remplacent la confiance. Les comptes offshore remplacent le patriotisme. Le système commence à se mordre la queue. Étudier le marché noir, ce n'est pas étudier la criminalité, c'est étudier la clarté. Cela révèle le moment précis où la confiance dans les institutions s'effrite. Cela montre ce qui reste lorsque la croyance s'épuise. Le monde souterrain n'est pas l'ennemi du système, il en est le reflet. Chaque gouvernement qui perd sa crédibilité engendre son remplaçant, une transaction discrète à la fois. L'économie officielle mesure le contrôle. L'économie parallèle mesure la vérité. Lorsque ces deux lignes finissent par se croiser, l'effondrement n'est pas proche, il a déjà commencé. Imaginez donc ceci. Un matin, votre banque gèle les retraits. Votre salaire diminue du jour au lendemain. Vos économies perdent que la moitié de leur valeur. Avec quoi pourriez-vous faire du commerce? Cette question n'est pas hypothétique. Elle est le reflet de l'histoire. Car chaque graphique, chaque feuille de calcul, chaque promesse repose sur la même chose fragile, la confiance. Et lorsque la confiance s'effondre, l'or résiste. Le papier meurt en premier. Le marché noir suit. Mais l'or ne disparaît jamais. Et cela, plus que n'importe quelle statistique ou gros titre, est la loi silencieuse des empires. Lorsque l'argent ment, la vérité se négocie ailleurs.